Bonsoir à tous et à toutes. Je suis un peu à l'avance, alors je vais attendre un petit peu. Je suis un Je vais attendre que vous me fassiez le petit coucou de bienvenue, que vous êtes là. Alors ce soir, ce sera un thème qui dépendra de vous, puisque ce sont vos questions qui vont rythmer cette soirée. Alors j'ai déjà reçu quelques questions que je répondrai au fur et à mesure. Et j'attends aussi les vôtres. Voilà, bonsoir Sylvie, Armel, Chantal, Maxime. Voilà, j'espère que vous n'avez pas de problème de son ni d'image. Bonsoir Rosemée. Est-ce que pour vous, tout va bien? Donc, ben, je suis bien contente, Armel, que tu es là. Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai déjà pris quelques notes de vos questions avant. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à écrire. Tout ce que je demande, c'est que ce ne soit pas des questions trop personnelles, que ce soit plutôt sur voilà, un sujet qui intéresse un peu tout le monde et qui peut être utile à tout le monde. Bonsoir Jocelyne. Alors, ces vidéos restent évidemment sur mon mur. Je le mets également sur ma chaîne YouTube. En général, le lendemain, je remets toujours le lien où la vidéo est publiée. N'hésitez pas également de visiter mon site sur lequel, ou mon blog, sur lequel je rajoute des articles toutes les semaines. N'hésitez pas non plus à me faire vos commentaires des articles que vous voyez sur mon blog, soit directement sur le blog, soit ici sur ma page Facebook. Alors, comme je ne sais pas combien de questions je vais avoir, je vais essayer quand même de ne pas trop m'étendre sur la réponse pour pouvoir répondre justement au plus de questions possibles, parce que certaines de vos questions pourraient être développées en 2 heures de conférence, ce qui n'est pas vraiment utile, parce que sinon j'aborde qu'un sujet. Donc je vais essayer de donner quand même les informations assez complètes, mais en résumé. Alors, chez moi, ce sont pas, donc cette soirée-ci, ce n'est pas des questions de voyance ou de médiumnité, mais si vous avez des questions, tout ce qui est spirituel, énergétique, voilà, dans l'invisible, ou même des questions, je dirais, plus existentielles de la vie, comment passer certains problèmes, comment résoudre, je dirais tout ce qui est de mieux vivre son quotidien et sa propre vie. Voilà. Bon, ben, comme je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là, on va commencer. Alors, par la première question qui était de Chantal, qui... et voilà, elle a encore d'autres questions, c'est très bien. La fête de Pâques devrait toujours être à la même date, naissance du Christ. Des fois, elle est en mars, en avril, oui. Alors, la Pâques juive, la pleine lune.
Ah, la fête de Pâques est en fait, enfin, assez compliqué. Ce qui est religieux a été établi, je dirais, artificiellement, sur des bases qui n'ont rien à voir avec Jésus, parce que ce sont des fêtes qui existaient bien avant déjà qu'il soit là, exactement comme la Pâque juive. On le sait, c'est vécu avant. Pourquoi c'était vécu avant, célébré avant? Pourquoi elle change de date? Tout simplement parce que c'est une fête qui est basée sur le calendrier lunaire. Donc on calcule un nombre de lunes après Noël. C'est pour ça que ça ne tombe pas toujours à la même date. Donc c'est vraiment pour ça que ça change de date. Maintenant, ce que signifie la Pâque, c'est assez religieux et voilà, je ne détaille pas le côté vraiment religieux. Disons que pour moi, comme beaucoup de fêtes religieuses, je préfère avoir à l'esprit que ce sont des moments de partage, des moments privilégiés de partage et de se retrouver en famille. Maintenant, tout le commerce qui s'est fait à côté et tout ce qu'on a rajouté comme croyance et tout ça, voilà. Je ne vais pas rentrer vraiment dans ces détails-là, pardon. Chantal, tu avais eu une autre question qui était prier quel saint et pourquoi. Et aussi, tu avais demandé pourquoi parfois on se sent attiré à prier plus un saint d'un autre. Alors ici, je ne voudrais pas seulement parler des saints, en fait faire une petite précision que on prie, enfin prier, donc ça veut dire déjà demander, hein, donc on souhaite avoir l'aide de quelqu'un. Alors il y a bien sûr tous les archanges et les anges, qu'on prie souvent. Là, vous trouverez les informations très facilement sur le net. Je vais quand même vous donner, par exemple, quelques petites choses que vous ne savez peut-être pas nécessairement dans les archanges. Alors, les archanges, en fait, la plupart des archanges sont des énergies qui n'ont jamais eu d'existence sur la Terre. En dehors de Métatron, qui a eu une incarnation sur Terre et qui est l'archange qu'on dit le plus proche de la lumière source. On le connaît moins bien parce qu'en fait il a un rôle très important mais peu connu et on peut difficilement faire appel à lui à cause justement de son élévation. Alors Métatron, qu'est-ce qu'il fait? On l'appelle un peu le scribe de la source. Son rôle à lui, c'est quoi? C'est tout simplement de veiller à ce que tout notre vécu en tant qu'être humain, mais aussi de tous les règnes, soit bien inscrit dans la mémoire, ce qu'on appelle les mémoires akashiques, ou les livres du temps, ou la bibliothèque céleste, ou le livre de la mort, ça dépend comment on l'appelle. C'est-à-dire cette fameuse archive qui comprend toutes nos expériences, tout notre vécu, tous nos ressentis, pas seulement nous en tant qu'êtres humains, mais aussi les règnes végétaux, animaux, minéraux, parce que eux aussi ont une propre évolution, ont leurs propres annales, donc leurs propres archives, qui se retrouvent voilà, dans le même endroit. Et c'est un peu cet archange Métatron qui gère tout ça et qui guide tout ça. Alors, on peut l'appeler à quelle occasion? Mais justement, par exemple, pour avoir accès à ses propres archives ou pour avoir accès aux archives de quelqu'un parce qu'il nous l'a demandé, parce que ça peut être utile. Ça n'est jamais de curiosité et ça n'est jamais avec de mauvaises intentions. D'ailleurs, si c'est une mauvaise intention, on ne pourra pas avoir accès à ces archives, tout simplement. Ça, c'est Métatron. Alors, autre chose qu'on sait peut-être moins sur les archanges, c'est Gabriel et Michael. Alors, ce sont des archanges très très connus, mais en fait qui sont complémentaires et généralement, ils ne travaillent pas l'un sans l'autre.
Pourquoi? Ben parce que l'un fait la moitié du travail et l'autre termine le travail. Comment ça? C'est assez simple parce qu'en fait, Michael ou Michel, Michael est connu pour le combattant des ombres ou le combattant du mal. Alors c'est pas vraiment un combattant guerrier, même si on le représente souvent avec une épée à la main. En fait, il va éloigner tout ce qui est mal et il va essayer de transmuter toutes ces énergies un peu basses en énergie plus haute pour qu'elles deviennent compatibles avec l'endroit où ils sont, avec les énergies où ils sont. Donc disons que c'est le combattant de ce qui est mal. Alors comme quelque chose ne peut pas être éliminé sans être remplacé par autre chose, il y a justement Gabriel qui va venir, je dirais comme complément, afin de, lui, c'est donner les bonnes nouvelles, c'est-à-dire compléter, enfin, ou plutôt remplacer ce qui était négatif ou trop bas pour nous par quelque chose de positif. Il va nous guider vers ce qui est positif. Alors c'est une grande aide plutôt dans la communication. Hein, donc Gabriel, c'est le messager, c'est celui qui apporte les grandes idées directrices ou qui va nous aider dans notre communication afin d'atteindre le but qu'on veut ou le chemin qu'on veut entreprise soit plus facile. Donc ces deux-là, voilà, travaillent très très souvent ensemble et sont, je dirais, inséparables dans leur travail. Maintenant, si vous appelez plutôt l'un que l'autre, il n'y a aucun problème. De toute façon, même si vous ne connaissez pas à qui s'adresse votre demande, eux, ils le savent très bien et ils vont toujours envoyer l'énergie qui correspond à la demande que vous faites. Donc, aucun problème pour ça. Alors, il y a l'archange Ariel. L'archange Ariel, lui, est souvent appelé dans tout ce qui est aide de développement spirituel, intellectuel, mais intellectuel plutôt, non pas intellectuel matérialiste, intellectuel pour le développement de soi. Alors, c'est un archange qui, je dirais, a une grosse tâche parce que pour ce développement-là, il y a souvent besoin de purification, non seulement de soi, mais du lieu où on est. Donc, il va nous aider aussi à purifier les endroits. Pour purifier, qu'est-ce qu'il faut exactement? Éloigner un peu ce qui ne correspond pas. Donc, il va nous aider à éloigner, j'aime pas trop lutter, mais à lutter contre nos ennemis ou ceux qui nous attaquent sans cesse. Hein? Et comme nous sommes dans un monde qui malheureusement a encore beaucoup de négativité et de lutte, il va nous aider à garder une certaine volonté de persévérer dans la route qu'on a choisie et dans la continuation de notre développement justement spirituel et énergétique. Alors pour tout ça, à quoi il se raccroche beaucoup et qu'est-ce qui va aider aussi beaucoup, c'est la nature. Donc il va être aussi un grand défenseur de la nature et de tout ce qui est la nature. Alors Chantal, tu dis Uriel et pas Ariel. Ariel est un, Uriel c'est encore un autre archange. Donc c'est pas les mêmes. Hein. Voilà, ce sont deux archanges différents. Bon, je ne vais pas tous les détailler, je vais juste encore parler par exemple de Raphaël, qui est protecteur des voyageurs et aussi considéré comme un grand guérisseur. Alors, je vais juste vous parler un petit peu de peut-être des protecteurs moins connus qui sont les saints. Alors, pourquoi on est attiré vers un saint plutôt qu'un autre? C'est déjà soit parce qu'on a eu affaire à eux ou parce qu'on a été proche de leur existence dans nos vies antérieures, donc automatiquement on va être attiré vers ces saints-là, soit parce que tout simplement la voie qu'on a entrepris, notre cheminement correspond tout à fait à ce que ce saint-là peut nous donner. Alors, attendez, je vois juste une petite question qui demande les archanges correspondent-ils au chakra? Alors, c'est vrai que
il y en a certains qui donnent une correspondance au chakra. On peut tout à fait, puisque chaque chakra a une énergie propre, il y a certains archanges et anges qui vont correspondre exactement à, je dirais, la nature de ce chakra-là. Donc oui, il y a des correspondances avec les chakras et les anges et les archanges. Alors aussi une petite différence, c'est qu'en général les archanges, ils n'ont pas vécu sur Terre, sauf quelques exceptions. Donc il y a Métatron et il y en a encore un dont le nom m'échappe pour le moment. Bon, il y a Michel, je crois qu'il s'est incarné sur Terre aussi, mais tous les autres ne se sont pas nécessairement incarnés sur Terre. Les anges se sont tous incarnés sur Terre, ont tous eu cette expérience terrestre. Et bien sûr, nous avons évidemment les saints. Alors, il y en a beaucoup qui vont prier un saint ou une sainte sans vraiment savoir pourquoi. Donc, c'est ce que j'ai dit, soit parce que instinctivement votre intuition vous guide vers celui-là. Pourquoi? Parce qu'il correspond exactement au cheminement que vous êtes en train de faire, à l'aide que vous avez besoin. Alors nous avons des saints connus, comme par exemple Sainte Thérèse de Lisieux. Alors Sainte Thérèse de Lisieux, pourquoi certaines personnes l'appellent? Ben, c'est la patronne des missions et des vocations. C'est-à-dire que c'est celle qui va guider les personnes à accomplir ce pourquoi ils sont faits. Alors on fait souvent appel à elle, soit pour, je dirais, effacer un peu de nos doutes. Quand quelqu'un commence un chemin qui sent être quelque chose du fond de son cœur, donc sa vocation, mais que le début est difficile, qu'il semble qu'il y ait beaucoup d'empêchements, de freins qui lui permettent de ne pas avancer au rythme ou pas assez vite, qui font qu'elle est découragée. C'est une sainte qui peut vraiment nous aider à mettre ce que moi j'appelle les synchronicités en route et justement à ne pas être découragé très très vite. Alors nous avons Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue, Saint Antoine, on l'appelle très souvent pour les objets et les causes perdues. Bon, je ne vais pas les faire tous, mais je vous en donne quelques-uns, comme ça vous en avez une idée. Donc Saint Antoine, les objets et les causes perdues. Donc quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui une fois qu'on l'a perdu, on se sent perdu, bien que maintenant il y a quand même une démarche vers le détachement pour enlever cette dépendance des objets, mais en attendant, lui peut vous aider à retrouver ces objets que vous teniez vraiment et que vous ne trouvez plus. Les causes perdues, la même chose, quand vous ne voyez plus le bout du tunnel, que vous avez vraiment besoin d'une petite porte qui s'ouvre, faites appel à Saint Antoine et il vous donnera des petits messages ou des intuitions qui vous guideront. Alors, il était désigné comme patron des marins, des naufragés et des prisonniers. On peut comprendre aussi des causes perdues. Pourquoi? Les marins, les naufragés, dans la tempête, ils sont obligés de subir les éléments. Donc voilà un saint qui les protégeait et qui était là pour eux. Alors nous avons par exemple Sainte Rita. Sainte Rita qui est la patronne des femmes mariées et des causes désespérées. Alors des causes désespérées, non pas comme Saint Antoine qui était plutôt des causes désespérées de l'extérieur, c'est-à-dire plutôt dans les démarches extérieures au foyer. Sainte Rita, c'est plutôt les causes désespérées du foyer. C'est-à-dire, par exemple, une mère de famille qui n'ose pas quitter son domicile alors qu'elle est battue ou maltraitée. Priez Sainte Rita pour qu'elle vous donne la force et qu'elle vous guide vers les associations ou vers les démarches qu'il faut que vous fassiez et que vous ne saviez peut-être pas, que vous n'aviez pas connaissance. Donc c'est plutôt les causes désespérées dans le foyer. Alors nous avons Saint Christophe. Saint Christophe, bien connu pour être le protecteur des chauffeurs. Alors
qui dit chauffeur, c'est-à-dire des petits voyages, donc protection des voyageurs, et aussi protecteur des soldats et de l'armée. Pourquoi? Parce que surtout avant, ces personnes-là étaient souvent en voyage, en déplacement. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne la protection des gens qui se déplacent. Nous avons Saint-Éloi, connu comme patron des orfèvres et des chevaux. Nous avons Saint-Georges, aussi patron des chevaux, mais aussi protecteur des épidémies, donc contre les épidémies. Alors pas nécessairement pour ne pas avoir la maladie concernée par l'épidémie, mais plutôt pour nous donner la possibilité de bien comprendre le message de cette maladie et de renforcer un petit peu nos immunités et de nous guider vers ce qui pourrait justement renforcer notre immunité face à ces épidémies. Bon, alors bien sûr, il y a Saint-Nicolas, mais ça, je ne vais pas commencer à raconter l'expression sur Saint-Nicolas parce que ça prendrait toute l'émission. Alors, bon, évidemment, il y en a d'autres. Oui, Saint-François, bon, il y en a beaucoup. Il y a un site que vous trouverez, que je trouve assez bien fait sur le net, qui s'appelle saintguérisseur.fr. Et en fait, là, vous pouvez trouver tous les saints, mais c'est classé par plutôt toutes les maladies ou tous les maux et le saint qui peut être appelé. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas se casser la tête non plus et se dire « Ah, j'ai tel problème, à qui je vais faire appel ?» Vous ne savez pas le nom, vous ne savez pas à qui. Chut, soyez tranquille, dites seulement « Voilà, j'aimerais bien que l'énergie qui s'occupe de ce problème-là, de ce qui me tracasse, me soit envoyée. » Ou viennent en communication avec moi pour m'aider à comprendre, à dépasser, à résoudre ce que je suis en train de vivre. Donc il n'y a aucun problème si vous ne connaissez pas le nom, si vous ne connaissez pas de quoi ils s'occupent. Eux, dans les énergies, ils savent très très bien gérer tout ça et vous enverront toujours l'ange, l'archange ou le saint qui s'occupe vraiment de ça. Alors, j'avais eu une question d'Armel aussi, qui me demandait comment sait-on si on est une vieille ou une jeune âme. Alors, en fait, il y a pas mal d'indices qui nous permettent de savoir ça. Il faut savoir déjà qu'est-ce que ça veut dire une vieille et une jeune âme. C'est bien sûr suivant les incarnations. Et les incarnations pas nécessairement ici sur Terre, hein, c'est les incarnations en général, et donc l'expérience accumulée, les apprentissages accumulés au cours de toutes ces incarnations. Alors, une vieille âme, en général, on le sait assez vite quand on est ouvert à ce genre de problème. Ce sont des personnes qui sont en général très intuitives. Alors, on peut déjà faire ici une différence. Est-ce que je suis plutôt mon instinct ou est-ce que je suis plutôt mon intuition? La différence entre les deux, ça va être qu'un instinct, c'est souvent uniquement retourné vers soi. Hein, donc, c'est pour mon bien-être matériel, assouvir mes désirs, assouvir voilà, mes sensations physiques. Hein, tandis que l'intuition, c'est bien plus complexe que ça. La jeune âme, ça va être plutôt instinctif. La vieille âme, ça va être plutôt intuition. Alors, les vieilles âmes seront beaucoup plus facilement attirées par tout ce qui est spirituel, énergétique, éthérique. Pourquoi? Ben parce que elle a déjà eu tellement d'expériences et matérielles et entre les deux, qu'il s'est inscrit déjà beaucoup plus dans ses corps qu'elle va ressentir ce besoin de communiquer ou d'entrer en communication ou de comprendre justement tout cet aspect invisible et éthérique. Donc automatiquement, elle va être attirée vers la spiritualité, elle va chercher à comprendre. C'est quelqu'un qui va
aussi essayer d'expérimenter. Hein, donc juste les explications, ça va pas être suffisant. Donc elle va essayer d'expérimenter. Dans ces vieilles âmes, il y aura aussi moins d'ego. Donc même si l'ego va encore être là, elle va savoir et ressentir intuitivement que cet ego n'est pas vraiment à sa place et elle va essayer de le mettre un petit peu en retrait. Alors, ce qui est aussi assez caractéristique des vieilles âmes, c'est la reconnaissance, ou je dirais l'intérêt particulier de certains lieux ou d'une certaine époque historique. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là où elle a déjà vécu, c'est là où elle a déjà eu des expériences, et donc elle va le ressentir, et elle va soit vouloir, je dirais, comprendre quelque chose qu'elle n'a pas compris à cette période-là, donc elle va s'intéresser très fort à une période de l'histoire, ou ça peut être à une ancienne civilisation, ça peut être aussi juste à un lieu géographique. Voilà, donc lors de vacances ou bien quand on prépare des vacances, qu'on s'intéresse toujours plus ou moins au même endroit, ou bien on se sent très bien à cet endroit-là et on voudrait toujours retourner à cet endroit-là. Tout ça sont aussi des indices comme quoi vous avez déjà vécu pas mal de vies avant et que ça a un lien avec ces lieux ou cette période-là. Alors, il y a aussi une caractéristique qui est un intérêt moindre pour tout ce qui est matériel. En fait, il y a un détachement, je dirais pas complet du matériel, mais disons que c'est beaucoup plus relatif. C'est pas cette relation de dépendance par rapport à ce qu'il possède. Ça va être, je dirais, remettre le matériel plus vite à sa juste place. Donc évidemment, elle aime bien avoir le minimum, mais si elle perd ce minimum, c'est tout de suite compris qu'il y a autre chose qui va venir le remplacer, donc ce ne sera pas vraiment dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les vieilles âmes? Ah oui, je dirais le côté un peu moins gai de ces vieilles âmes, c'est qu'il y a une certaine difficulté à comprendre la société dans laquelle elle évolue et aussi une recherche de deux milieux, c'est-à-dire qu'elle va alterner les périodes de besoin de solitude ou du moins de se retrouver dans le calme, en paix, en contact avec la nature, où elle a besoin de réfléchir aussi bien sur elle que sur ce qui l'entoure, avec des moments où elle aura besoin de contact, où elle aura besoin d'aller vers les autres et d'échanger vers les autres. Alors souvent ça déstabilise un peu parce que c'est difficile de trouver l'équilibre entre les deux. Hein, parfois, voilà, ne pas être toujours entouré de gens, savoir pouvoir se retirer, savoir apprécier justement ce besoin de pause, de calme et de retrait sans être complètement ermite et isolé de tout. Alors ça, c'est plus difficile à vivre, surtout quand on est jeune et enfant. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas, voilà, et même les enfants ne comprennent pas toujours ce besoin, les parents ne comprennent pas que les enfants ont besoin de périodes de calme et se retrouver tout seuls dans leur chambre à ne rien faire, comme on dit. En fait, ils réfléchissent, ils analysent un peu ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu, et puis ce besoin, au contraire, d'aller vers les autres. Voilà, ça c'est un peu, je dirais, les grandes lignes entre les vieilles âmes et les jeunes âmes. Bien sûr, il y a encore d'autres caractéristiques. Ça va être aussi tout le développement de ces dons extrasensoriels, où ça va être beaucoup plus évident chez eux. Hein, une vieille âme aura des réflexes qu'elle ne s'en rendra même pas compte, par exemple un massage ou mettre les mains sur une zone qu'on a mal sans savoir exactement ce qu'on fait, mais on sait que ça soulage. Ça peut être cette intuition très forte ou ce ressenti très fort en sachant, ah tiens, je sais que dans 5 minutes il y a quelqu'un qui va venir, effectivement il y a quelqu'un qui vient. Tout ça, ce sont aussi des indices de vieille âme.
Alors, il faut savoir que maintenant, je dirais une grande majorité des personnes incarnées sur Terre en ce moment sont des vieilles âmes, surtout ici en Occident. Les jeunes âmes, ou disons les âmes un peu moins évoluées dans le sens, c'est pas péjoratif du tout, mais dans le sens où ils n'ont pas acquis toute cette expérience, ou bien je dirais des âmes incarnées de manière punitive, mais c'est pas vraiment le mot non plus adéquat. Ce sont plutôt des âmes qui ont eu bonsoir Amédée, bienvenue, qui ont eu des expériences où ils ont fait énormément de tort autour d'eux, donc ils ont une grosse dette envers l'humanité. Toutes ces personnes-là vont souvent s'incarner plutôt en Afrique ou dans des pays en Inde, des pays très pauvres avec très peu de conditions, où justement ça va être soit complètement dépendant des autres, soit beaucoup plus l'instinct qui va jouer. Donc ça n'est absolument pas péjoratif, il n'y a aucune connotation négative, c'est juste que cette société-là, donc Inde, certains coins d'Amérique du Sud, Afrique, permettent à ces personnes-là d'évoluer et de faire leur expérience au niveau où ils sont. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'ils sont moins évolués que les autres, ça veut juste dire qu'ils sont beaucoup plus jeunes, je dirais en expérience, qu'ils sont beaucoup plus jeunes avec moins d'expérience, donc ils ont une vie un peu plus basique, je dirais, à faire. Et dans notre milieu occidental, c'est beaucoup plus difficile à le vivre, je dirais, sereinement, parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes à surpasser, et pour ça leur devient très difficile. Donc c'est un peu la différence entre les jeunes âmes et les vieilles âmes. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous semblent pas très claires, que vous n'avez pas bien compris, hein, posez les questions, il n'y a aucun problème. Alors, j'avais une question aussi à propos des âmes de Rosa qui me demandait qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'âme, et aussi quels sont les effets et les causes. Alors, le contrat d'âme, c'est quoi? Ça se fait en fait avant l'incarnation. C'est souvent, c'est pas un contrat écrit, en fait c'est une entente, où avant d'être incarné, il y a toujours, je dirais, un conseil de famille, hein, puisque les âmes dans leur famille restent toujours en contact, même s'ils ne sont pas au même niveau, même s'ils ne se retrouvent pas dans le même plan, sur le même plan. Celui qui est dans un plan plus élevé, c'est toujours ce que les autres font, et ils essayent toujours de faire évoluer toute la famille. C'est-à-dire que s'il y a une possibilité dans une réincarnation ou une incarnation tout simplement, de pouvoir faire évoluer d'autres membres de la famille par l'expérience qu'elle va proposer, tout ça se met en place avant l'incarnation et c'est une sorte de contrat. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, voilà, il y a une vie où une famille, le père décède, assez riche, et il a une grande propriété qui donne en héritage à son aîné, en précisant bien que cet aîné doit subvenir aux besoins de ses autres frères et sœurs. Seulement ce frère aîné, voyant toute la richesse auquel il a droit d'un seul coup, renie ses frères et sœurs, les met dehors, ne veut plus en entendre parler, et bénéficie, lui, de tous les avoirs familiaux. Les frères et sœurs, étant rejetés comme ça du jour au lendemain, à une époque assez éloignée, commencent à tomber malades, viennent demander de l'aide, ce frère ne veut pas, et au moment où il veut bien les aider, ben, c'est trop tard. Ses autres frères et sœurs sont morts. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'au-delà, évidemment, le parent voit les erreurs qu'il a faites, par la non-préparation de ses enfants, par le manque de préparation de sa part à ce fameux héritage. Il voit les enfants aussi, voient les erreurs, tiens, ce qu'ils auraient dû commettre et pas commettre. Donc il va avoir dans les incarnations suivantes tout un plan qui va être mis en place pour que celui, par exemple, qui a rejeté tous les autres, soit en position et est obligé d'accepter les autres.
C'est-à-dire qu'il sera peut-être le fils de la sœur qu'il a mis dehors. Son frère sera peut-être le frère qui est mort parce qu'il a été rejeté. Pourquoi tout simplement? Parce que là, il est obligé de les accepter. Il est obligé, sûrement au cours de sa vie, à devoir tendre la main et à aider ses frères et sœurs ou à devoir avoir soin de ses parents. Et donc rattrape un peu les erreurs qu'il a fait. Donc ce sont des apprentissages où il a créé quelque chose et où maintenant il doit vivre un peu l'inverse pour, je dirais, annuler ces énergies négatives. Donc c'est ce contrat-là un peu qui se met en place. Donc on va demander à la mère, est-ce que tu veux bien accepter ce fils qui a été ton ennemi ou qui a été celui qui t'a mis dehors, celui qui t'a tué accidentellement. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi dans certaines familles, il y a une mère qui aime plus ou d'une autre manière un enfant qu'un autre. Pourquoi? Parce qu'avec un enfant, c'est des relations, je dirais, assez douces qui se sont passées avant, tandis qu'avec l'autre enfant, ça a été une grosse douleur qui les a séparés et malheureusement, les énergies se ressentent encore. Voilà, donc ça c'est un peu le contrat d'âme. Bon, les causes et les effets, ben justement c'est au point de vue énergétique où il peut y avoir des membres de la famille qu'on ne supporte pas, avec qui il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à s'entendre. Qu'on essaye de s'éloigner au plus vite, justement parce qu'il y a eu ces énergies, je dirais, d'incompatibilité où on n'a pas pu accepter l'acte de l'autre et qui se ressentent encore à l'heure actuelle. Ça, c'est un peu les causes et les effets qu'on peut retrouver. Alors, il y avait Eric qui m'avait posé aussi comme question, là c'est dans un autre domaine, c'est plutôt dans le domaine de comment mieux vivre son quotidien, comment se reconstruire après une rupture et comment être heureux. Alors, comment se reconstruire après une rupture et comment être heureux? Ce sont deux choses qui se rejoignent par le simple fait que nous sommes responsables de ce que nous vivons et comment nous le vivons. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord parce qu'ils vont dire oui mais si elle m'a quitté ou si lui m'a quitté, c'est pas de ma faute, c'est lui qui est parti ou c'est elle qui est partie. Ou si j'ai perdu mon travail, c'est peut-être pas de ma faute, c'est le patron qui m'a foutu dehors. Ok, ça c'est quand on regarde en étant impliqué au premier abord. Mais il faut savoir que dans toutes les situations que l'on vit, on a une part de responsabilité. Soit parce qu'on n'a pas voulu voir la réalité qui se préparait, soit parce qu'on veut se masquer ses défauts et son implication, parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on n'a peut-être pas très bien agi, qu'on n'a peut-être pas fait du mieux qu'on pouvait, parce que tout simplement on a des manquements aussi. Donc après une rupture, se reconstruire, c'est déjà savoir que cette rupture est passée, ça n'est pas négatif, au contraire, elle nous a appris plein de choses, qui est déjà de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ou ce qu'on ne veut plus. Si la rupture a été, comme on dit, douloureuse, c'est qu'on a aimé beaucoup, mais on a aussi eu beaucoup d'attentes. Hein, donc on a voulu une relation parfaite, on a voulu un job parfait, or le parfait ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pourquoi? Parce que tout est toujours en changement, hein, le permanent n'existe pas, tout est impermanence, que ce soit aussi bien du côté des autres que de notre côté. Nous évoluons, donc nous ne sommes pas la même personne qu'il y a 20 ans, ni dans 20 ans. On évolue, on change, donc forcément, il va y avoir des choses qui doivent disparaître pour faire place à ce qu'on est maintenant, ou à ce qui correspond le mieux à notre vibration et à notre être d'aujourd'hui, de maintenant. Donc déjà, bien comprendre, admettre que cette rupture, c'est du passé, que ça nous a appris des choses et que ça sert à rien d'y revenir tout le temps. Ok, ça m'a fait souffrir à ce moment-là, j'ai compris que en fait il n'y a aucune relation qui est permanente,
Donc ça veut dire que si c'est parti, c'est pour me laisser vivre autre chose. C'est pour voir aussi, pour pouvoir penser à moi. Ou j'ai peut-être pas eu le bon comportement. Qu'est-ce que je devrais faire pour un peu m'améliorer? Est-ce que je devrais être plus attentif ou attentive à certains gestes, certains mots, certaines choses? Est-ce que la personne avec qui j'ai été me correspondait vraiment? Est-ce que c'est pas moi qui ai fait de lui une image sans le voir vraiment, donc c'est-à-dire sans voir qui il était réellement, en ne voyant que ce qui me convenait et en construisant au-dessus de ça tout le reste qui en fait ne correspond pas du tout à la personne. Hein, donc ça arrive malheureusement très souvent. Alors comme les deux personnes travaillent, ben, ils n'ont pas le temps de s'en rendre compte et c'est soit quand l'un perd le travail ou soit à la pension quand tous les deux sont à la maison où il se rend compte que ben, l'autre n'est pas du tout ce qu'on avait cru qu'il était. Alors forcément, ben, ça casse et c'est difficile à accepter. Ou alors on se dit, ok, maintenant je suis dans l'acceptation, l'autre est comme ça, je respecte son point de vue, il y a un dialogue qui doit se mettre en marche, non pas pour imposer ses idées, mais pour bien comprendre, je dirais aussi les motivations et le pourquoi de l'autre est comme ça. Si on arrive à comprendre le pourquoi et qu'on est écouté, il y a moyen d'évoluer ensemble et il y a moyen de construire quelque chose déjà ensemble. Les moments de solitude que beaucoup ont difficile à supporter sont en fait des périodes absolument nécessaires pour la découverte de soi. Alors c'est aussi une excellente période de liberté parce que quand on est tout seul, on ne doit pas demander l'avis pour prévoir quelque chose. On peut décider de ce qu'on fait de la journée en fonction de ce qu'on veut. On ne doit pas dépendre de quelqu'un, ni du bon vouloir de l'autre, ni des envies ou des désirs de l'autre. Donc c'est aussi une grande liberté que beaucoup arrivent assez difficilement à accepter. Pourquoi? Parce que l'ego est là et dit oui mais être tout seul c'est pas normal, ça n'est pas suffisant, tu n'es pas suffisant à toi-même donc tu as besoin d'un complément qui viendrait justement de cet ordre, tu n'arriveras pas tout seul. Voilà, tout ça c'est l'ego qui nous met des fausses idées par un manque de confiance en nous qui est dû à notre apprentissage bien évidemment. Donc bien prendre conscience de tout ça après une rupture, c'est très important parce que c'est uniquement en comprenant tout ça qu'on va pouvoir construire une relation future qui sera beaucoup plus harmonieuse et qui va nous épanouir. Se rendre heureux, c'est aussi bien prendre conscience que le bonheur n'est que intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Il n'y a aucune chose, aucun être qui nous fait heureux. Nous nous rendons heureux. Nous nous disons que tel objet va nous épanouir, que telle personne est bien, mais c'est de nous que ça part, c'est pas l'autre. Donc c'est assez difficile à comprendre parce que la limite est assez fine, mais être heureux, ça vient de soi, c'est un ressenti de soi qui va vers l'extérieur, vers l'objet ou la personne que l'on a décidé. Mais en aucun cas, c'est la personne ou l'objet que l'on voit qui va nous rendre heureux. Hein, donc, pour prendre un exemple, on se dit souvent, quand on est jeune, « Ah, je vais travailler pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir un pécule financier, parce que comme ça, je vais être heureux. » Et puis, la personne, elle travaille pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle a sa maison, elle a sa voiture, elle a même une famille, une compagne, des enfants, et puis ils se rendent compte qu'ils sont toujours pas heureux. Pourquoi? Tout simplement parce que ces objets-là, ce matériel-là, ces tierces personnes ne le rendent pas heureux. C'est juste sa façon de voir la situation, sa façon de voir la vie et de la ressentir qui va le rendre heureux. La maison, elle ne vient jamais vers vous en vous disant tous les matins « Et maintenant tu dois être heureux. » Ah, youpi. Tu vis entre mes murs tous les jours, tu dois être hyper heureux. Ben non. Hein, il n'y a pas votre enfant qui va venir vous dire voilà, tu m'as fait, tu m'as voulu, je suis là, maintenant tu dois être heureux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il pourrait même essayer, ça ne marcherait pas.
Pourquoi? Parce que c'est uniquement vous qui décidez de qu'est-ce qui vous rend heureux, quand vous êtes heureux et de quoi vous êtes heureux. Donc bien repenser comment se construire après une rupture et se rendre heureux, c'est en partant de nous. Si on est malheureux, qu'est-ce qui nous rend malheureux? Pourquoi? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je fais trop? Quelles sont les priorités à changer? Je ne donne peut-être pas assez d'importance à ce qui me fait plaisir, à ce qui me fait du bien. Voilà, donc ce sont des petites choses à réfléchir, aussi peut-être à ne pas trop se focaliser sur tout ce qui ne va pas, bien qu'il faut y penser, mais ne pas le ressasser sans cesse. Hein? Donc quelque chose de passé, ok, c'est passé. Bon, de temps en temps, il y a des rappels des piqûres de rappel, je dis. Hein. Donc on va vous remettre dans une situation qui va vous replonger dans votre passé, qui va faire ressortir des émotions, tout simplement pour vous faire comprendre qu'il y a une acceptation qui ne s'est pas faite. Qu'il y a peut-être un pardon vis-à-vis de soi que vous n'avez pas fait. Donc moi, c'est arrivé pas plus loin qu'hier, où j'ai rêvé de mon chien. Alors, un chien qui est mort il y a déjà pas mal d'années, mais où je me suis toujours sentie un peu responsable de sa mort, parce que j'ai toujours eu l'impression que je n'ai pas tout fait pour qu'il soit heureux et en pleine condition et tout ça. Et donc on m'a fait rêver de mon chien qui était hyper heureux, qui venait vers moi tout content pour me dire que lui, il n'avait plus aucun problème et que si moi j'avais encore un ressenti de tristesse ou quelque chose par rapport à cette situation-là, ça venait de moi. Donc c'est plutôt ma relation avec moi-même qui n'est peut-être pas tout à fait encore mise au point. Ça, c'était juste pour un petit exemple pour comprendre où est le bonheur et où est ce qu'on doit faire avec tout ça. Alors, je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions entre-temps. Alors, ça, j'ai répondu. Ça aussi. Ok. Voilà, ben apparemment, la description des vieilles âmes, ça parle à beaucoup de monde et j'en suis ravie. C'est très bien tout ça. Oui, alors, Amédée qui demande quelque chose de très intéressant. Je vais vous lire ce qu'il a marqué. Alors, un agresseur dans une vie antérieure, vers 1600, probablement responsable de la mort d'un proche pour moi à l'époque, parent autoritariste dans cette vie, vient de décéder. Je suis arrivée à ne plus avoir aucune rancœur, juste simple neutralité, peu de temps avant son décès. Est-ce l'effaçage du karma? Est-ce suffisant? Alors, c'est un peu ce que je disais là avec les contrats d'âme. Et oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les attaques dans nos vies antérieures aussi, ça laisse des marques dans nos corps énergétiques. Tant qu'on n'en a pas conscience, on ne fait rien. Hein. Donc il va rester cette espèce de lien avec la personne en cause ou avec la blessure en cause et l'organe qui a été touché, sans qu'on comprenne pourquoi. Alors quand c'est des blessures qui entraînent un handicap grave ou qui entraînent la mort, souvent dans la vie respective, on a difficile à l'accepter. Donc une fois que le corps est mort, l'âme par la suite, elle continue. Hein. L'âme n'est pas quelque chose de tout nouveau qui efface tout ce qu'on a vécu sur la terre. Donc elle continue à avoir les blessures, elle continue à ressentir par exemple de la rancœur, de la non-acceptation, de la jalousie, de la possessivité. Donc si on n'accepte pas ce qui a entraîné notre mort, il peut évidemment continuer à exister cette rancœur vis-à-vis de la personne qui se manifeste, je dirais, dans une nouvelle incarnation par des énergies antagonistes, c'est-à-dire par l'impossibilité de trouver un terrain d'entente, une harmonie entre ces deux âmes. Surtout quand on ne comprend pas et on ne sait pas quoi faire. Alors, quand
ça arrive surtout quand c'est un proche, un parent. Quand on voit qu'on a essayé vraiment de faire de son mieux pour créer un rapprochement ou une relation un peu plus harmonieuse, mais que l'autre n'y met pas du sien, parce que souvent ces énergies viennent des deux côtés. Hein, donc moi, parce que j'ai par exemple été tuée et que je n'accepte pas ma mort comme je l'ai eu, et puis l'autre parce qu'il a donné la mort et que de son côté aussi, il peut y avoir une non-acceptation. Comment ai-je pu tuer cette personne-là? Comment j'ai pu aller vers un acte aussi terrible que ça, que ce soit volontaire ou involontaire? Par la suite, ça marque. Donc des deux côtés, il y a un rejet des actes qui ont été faits. Forcément, il va avoir très difficile, dans une réincarnation où ces deux personnes sont proches, à avoir une entente. Comme tu l'as dit, alors ici c'est bien parce que pourquoi il n'y avait plus de rancœur un peu avant son décès? Mais tout simplement parce que son âme savait, donc l'âme de cette personne savait que c'était la fin de sa vie, qu'elle allait vers un autre plan et donc quelque part il y allait avoir une séparation, mais aussi que par l'approche de ce détachement de l'âme, il y a aussi une prise de conscience. Enfin, ou une prise d'inconscience. Disons qu'il y a certaines images du passé qui se révèlent dans l'inconscient et qui se rend compte que ça sert à rien de continuer dans cette rancœur et qu'il y a une sorte de paix qui s'installe. Alors si la paix s'installe d'un côté, l'autre qui est lié va le ressentir immédiatement, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. C'est automatiquement. Alors, est-ce que c'est l'effaçage d'un karma? Je dirais surtout que c'est la compréhension d'une situation passée qui fait que ça s'est calmé, peut-être pas résolu en totalité, mais en tout cas une grande partie de cette sensation, de ce sentiment fort a été effectivement effacée. Alors, est-ce que c'est suffisant? Ça, tu pourras le dire juste pour toi. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu ressens par rapport à la personne? Est-ce que tu peux repenser à tout ce que tu as vécu avec cette personne-là avec un calme intérieur sans justement ressentir cette rancœur et ce sentiment qui dérange? Ou est-ce qu'au contraire tu ressens encore un petit quelque chose? S'il n'y a plus aucun problème, c'est que effectivement de ton côté, il y a une totale acceptation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu as bien compris qu'il y avait eu un reste un conflictuel entre toi et cette personne et que tu as bien compris que c'est le passé, que maintenant il y a autre chose qui se prépare. Donc c'est comme ça que tu sauras si c'est suffisant ou pas. Maintenant, si tu veux travailler dessus, il y a deux possibilités assez simples de le faire. Soit de demander aux énergies qui t'entourent, à tes anges gardiens, comment tu les appelles, comme tu veux, enfin comme tu le ressens, de t'aider à résoudre les problèmes, les situations où tu ressens encore un problème. C'est-à-dire souvent un lâcher-prise qui doit être fait. Lâcher prise, c'est-à-dire une certaine acceptation de ce qui a été, en comprenant déjà que c'est le passé, que tu ne pourras rien y changer, et que tu as quelque chose à comprendre. Ça aussi, on a évidemment très difficile à faire, c'est que dans la douleur, que ce soit une situation passée ou présente, dans la douleur, on ne voit pas l'apprentissage et on ne voit pas qu'il y a un bénéfice. Pour nous, une situation douloureuse, une situation triste va toujours être négative et on va toujours s'accrocher à cette douleur et à cette tristesse. Alors que ça nous montre aussi qu'il y a quelque chose de constructif parce que j'ai appris quelque chose, parce que j'ai évolué, j'ai changé, parce que ça m'a permis d'être plus fort ou d'être conscient de certaines parties de moi que je n'avais pas conscience. Donc il y a toujours du positif. Voilà, donc pour moi, de ton côté Amédée, c'est que c'est complètement arrangé et tout ce qu'il y avait eu avec cette personne-là, c'est résolu, pas effacé, puisqu'on n'efface pas, mais disons que tu as tout compris de cette expérience-là et que tout ce qu'il fallait apprendre a été assimilé. Donc c'est bon, c'est que voilà, tu passes à autre chose, c'est parfait. Voilà une bonne nouvelle. Alors aussi,
On cherche beaucoup dans la société actuelle qui est, je dirais, en déséquilibre par le fait où il y a très peu de bonnes nouvelles, bonnes énergies, justement qu'on essaye de rechercher et de remettre au jour. On est entouré d'énervement, de stress, de destruction, à trouver son équilibre. Alors là aussi, il faut savoir se mettre des priorités. Il faut savoir aussi se mettre un peu à l'écart de tout ce qui ne nous convient pas. C'est-à-dire, si on est dans la recherche d'un équilibre et d'une harmonie, si on veut être mieux dans sa vie et dans son quotidien, il faut savoir s'écarter et éliminer, diminuer tout ce qui nous atteint et qui nous fait mal. Par exemple, tout ce qui est télévision où on n'entend que des mauvaises nouvelles à longueur de journée. Éviter les personnes qui ressassent sans cesse les mêmes histoires de plaintes, de douleurs, voilà. Donc si ça nous, comme on dit, ça nous tape sur les systèmes, mieux vaut prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Si possible, hein, éteindre la télévision, c'est pas très difficile. On éteint, on n'écoute pas. Si j'ai pas envie d'entendre combien de morts il y a eu, combien de blessés il y a eu, quelles mauvaises nouvelles nous réservent encore soi-disant les gouvernements et tout ça, autant éteindre. Savoir se donner aussi des priorités dans le sens où il faut trouver l'équilibre entre l'attention vers notre personne et vers les autres. Hein, souvent, on a tendance à croire que plus on va donner aux autres, plus on va partager avec les autres, plus on va bien faire avec les autres, mieux on va se sentir. Mais non, parce qu'on va aller vers l'épuisement. Donc, il faut trouver cet équilibre, comme je disais tout à l'heure, avec des moments de solitude où on se retrouve, où on se permet d'avoir des activités qui nous fait du bien, et après avoir aussi des moments d'interaction et de partager ce qui nous fait du bien. Parce que juste le garder pour soi, c'est utile au début parce qu'on apprend, on découvre, on fait un avancement sur ce chemin-là. Et en général, il vient toujours à un moment donné où on doit donner, partager ce qu'on a appris, partager ce bien-être. Ça, c'est aussi dans l'évolution du bien-être et de se retrouver bien. Il faut aussi prendre conscience de moins déléguer la responsabilité de notre mal-être sur les autres. Donc maintenant, il y a un grand mouvement en France qui est ces fameux gilets jaunes, où toutes ces personnes-là reprochent énormément de choses au gouvernement, au Premier ministre, au président, en se disant notre vie, elle va mal, on est mal dans ce que nous vivons à cause de vos décisions, à cause de vous. Ouais, c'est pas vraiment vrai non plus, parce que ta décision à toi, ou ce qui t'a mené là, ça n'est pas le président qui l'a décidé. C'est ton parcours de vie. C'est tes choix qui ont amené des conséquences et qui font que à ce moment-ci, tu es là. Que tu as fait ces choix en conscience ou pas, c'est un autre problème. Mais c'est jamais le président qui est venu te dire, écoute, tu dois faire 3 crédits, sans penser qu'un jour tu pouvais être au chômage et que si tu es au chômage, tu vas tout perdre. Ça, c'est pas ça. C'est pas le gouvernement ou le président qui a dit écoute, quand tu es à ta pension, tu sais, enfin, tu aurais dû savoir que tu vas avoir la moitié de ton salaire, tu dois te préparer. Ça, tu le savais. Donc pourquoi tu n'y as pas pensé, pourquoi tu t'es pas mis, je dirais, dans la sauce, c'est ni le gouvernement ni le président. Donc on doit un peu arrêter de rejeter tout ça sur la faute de ces dirigeants-là et commencer vraiment à agir de notre côté. Ils ont des décisions, ils prennent des décisions, je suis tout à fait d'accord, mais ils ont une très faible influence sur le bien-être de notre vie au quotidien. Hein, donc je ne dis pas que ce mouvement est mal ou pas mal, absolument pas. Chacun est libre de faire ce qui croit bien, ce qui croit juste. Je dis juste que toutes ces manifestations-là ne vont en rien ou très très peu améliorer le quotidien de toutes ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que j'avais encore comme petite question?
Oui, alors là, c'était pas vraiment une question, mais c'était comment concrétiser ses envies, avoir plus confiance en soi et pouvoir respecter ses valeurs. C'était une proposition d'Anne-Sophie. Alors, il y a aussi, je comprends très très bien, une grande frustration qui apparaît quand on décide de faire quelque chose qui nous plaît et qu'on a l'impression qu'on n'a que des bâtons dans les roues. Alors, bien sûr, il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi ne vient pas du jour au lendemain. C'est aussi par les expériences, par les tests qu'on va découvrir ce qui nous correspond vraiment. Alors, la création de nos envies, il faut voir aussi à quel niveau elles se situent, nos envies. Est-ce que ce sont des envies purement égotiques, c'est-à-dire qui se retournent uniquement vers nous, ou est-ce que ce sont des envies de faire ou de créer quelque chose pour le bien-être du plus grand nombre ou de plusieurs personnes? Ça fait une grande différence. Pourquoi? Parce que c'est si, je dirais, la motivation de la concrétisation de cette envie est juste tournée vers soi, vous allez avoir énormément de bâtons dans les roues parce que ça ne vous sert même pas, ça ne va pas vous aider, ça ne va pas vous, je dirais, évoluer, vous n'allez pas apprendre grand chose que à éveiller cet ego qui est déjà un peu trop présent et qu'on doit justement apprendre à remettre à sa juste place. Par contre, si c'est une envie de mettre quelque chose en place pour atteindre le plus de monde possible et pour améliorer le quotidien de ce plus de monde possible, vous allez voir qu'en faisant les démarches qui vous correspondent, je dis bien qui vous correspondent, et c'est là aussi où c'est difficile, tout va se mettre en place pour que vous y arrivez. Alors pourquoi je dis c'est difficile? Parce que bien souvent, on se fait une idée très arrêtée de comment doivent se dérouler les choses pour arriver au but. Or, ce comment on y arrive, c'est pas souvent la meilleure manière d'y arriver et c'est pas souvent non plus ce qui nous correspond le mieux. J'ai eu l'expérience, une personne qui était venue me trouver pour comprendre ce qui n'allait pas. Elle avait trouvé sa voie dans des massages énergétiques et des soins énergétiques. Elle se trouvait très très bien là-dedans. Elle voulait faire justement des consultations et faire ses soins. Donc elle a essayé de mettre en place, trouver un espace et tout ça pour faire ses soins. Et malheureusement, toutes les portes se fermaient. Donc chaque fois qu'elle allait voir un endroit, c'était hors de prix, l'accès était difficile. Il y avait chaque fois des choses qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Et je lui ai dit, est-ce que tu es bien sûr que c'est ça ou que c'est comme ça que tu dois traduire ce que tu voulais, enfin, ce que tu ressens? J'ai dit, écoute, réfléchis, moi je crois que c'est pas la meilleure manière de faire. Et par la suite, elle a fait une formation d'un soin en groupe qui s'était passé à merveille. Et en fait, elle a compris lors de ce stage qu'elle abordait, je dirais, sa vocation d'une manière qui n'était pas la sienne. Donc, elle voulait mettre en place quelque chose qui ne lui correspondait pas totalement. Le but, oui, c'était d'aider effectivement par les massages et les soins énergétiques, mais pas du tout en individuel et en solitaire comme elle l'avait pensé. Et elle s'est rendue compte que ce qu'il lui fallait, c'était justement organiser des stages de groupe. Et depuis qu'elle a essayé de mettre en place ce genre de choses, toutes les portes sont ouvertes. En 2-3 mois, elle a réussi à mettre tout en place. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut rester assez ouvert, ne pas se dire oui mais moi c'est ça et je veux l'atteindre comme ça et je comprends pas pourquoi toutes les portes se ferment. C'est que si toutes les portes se ferment, c'est pas comme ça que ça doit arriver. C'est bien d'avoir toujours l'esprit ouvert parce que les possibilités dans l'univers sont beaucoup plus grandes que ce qu'on peut imaginer. Nous, on est en fait assez limité et restreint. On ne voit qu'une petite partie de nos possibilités. On voit le but en imaginant un chemin, alors que
pour arriver à ce but-là, il peut y avoir 10, 15 chemins différents. Donc, restez bien ouverts pour la concrétisation de vos envies. Pour la confiance en soi, c'est un autre problème. La confiance en soi, je dirais qu'il y a toujours des moments de doute. Quelqu'un qui est sûr de lui à 100%, 365 jours par an, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? C'est que quelqu'un qui est trop sûr de lui ne va jamais se remettre en question. Quelqu'un qui ne se remet pas en question, il peut difficilement évoluer. Alors quand je dis évoluer, ça ne veut pas dire qu'il y a du mieux et du moins bon, ça veut dire que pour lui, les apprentissages ne vont plus se faire. Or, le but de notre incarnation, c'est d'apprendre. Hein? À partir du moment où tous les apprentissages de notre vie ont été faits, on meurt, tout simplement. Hein, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui meurent à tous âges. Tout simplement parce qu'il y en a qui avaient une grande mission de vie, qui leur a pris beaucoup de temps, ou bien qu'il leur a fallu du temps avant de comprendre quelle était leur mission de vie, et qu'une fois qu'ils ont accompli, voilà, c'est fini. Tout simplement. D'autres où la mission ne se termine jamais. Alors c'est pas qu'ils meurent pas, c'est que ceux-là, ils ont soit ils mettent en place quelque chose qui va perpétuer leur but, soit ils vont avoir besoin de plusieurs vies, ils vont devenir maîtres dans ce domaine-là pour aller au mieux et au plus loin, au plus élevé, au niveau le plus haut de cette discipline qui était la sienne dans son apprentissage à faire. Donc la confiance en soi, il y a toujours des moments de doute. Ce qu'il faut toujours garder en tête dans ces moments de doute, c'est pourquoi j'avais choisi cette voie-là. La motivation. Avoir la motivation et le but. Hein? Donc si le but il est clair et il résonne en vous, ne l'oubliez jamais. Quand vous doutez et que vous avez envie de tout laisser tomber parce que voilà, vous êtes dans une période de découragement, une période où ça va pas du tout, repensez à votre but. Ah tiens, pourquoi j'ai fait cette démarche-là? Est-ce que ce but-là me correspond toujours? Est-ce que quand j'y pense, ça me motive? Ah oui, c'est vrai, c'était pour ça que je le fais. Pourquoi j'abandonne? C'est vrai, c'est toujours ça peut toujours être utile, donc je peux y arriver. C'est peut-être que le chemin que j'ai pris n'était pas le bon, qu'il faut que je change un peu ma vision de comment y arriver. Ou du pourquoi y arriver. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens, je dirais, font l'erreur. C'est que le but, il est très bon. Par contre, la motivation pour y arriver n'est pas bonne. Hein, il suffit parfois juste de changer un peu l'optique que l'on a sur cet objectif pour que tout fonctionne bien ou tout fonctionne mieux. Vous allez voir aussi quelque chose d'absolument extraordinaire à cette époque-ci où les énergies bougent beaucoup, c'est que une fois que vous êtes réellement sur le chemin de votre âme, c'est-à-dire sur le chemin que votre âme avait choisi avant votre réincarnation, tout va devenir assez facile. Je ne dis pas extrêmement facile, mais disons que tous les problèmes qui vont arriver, il y aura très rapidement la solution aussi. Aussi, toutes les aides que vous allez demander, les conseils ou je dirais une petite guidance là, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire, où vous devez aller, si cela aussi correspond exactement à ce que vous devez faire, ça va vous venir rapidement, soit par intuition, soit par des messages répétés, par plein de signes. Mais pour avoir ces signes et comprendre ces signes, il faut rester assez conscient et ouvert d'esprit. Hein, si vous êtes tout le temps dans le contrôle de vos journées, dans la préparation et la programmation, vous allez rien voir venir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre programmation, dans votre programme. Hein, donc le programme, c'est quelque chose de bien établi et il y a très peu d'espace pour l'inattendu, pour les justement changements de programme
et vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Par contre, si vous savez, bon, ok, j'ai ça et ça, mais sur le chemin, ben, je préfère regarder les oiseaux, le ciel, ce qui se passe autour de moi, plutôt que de me concentrer fluide, j'ai encore 5 minutes pour y arriver, après je dois faire les courses, après je dois faire ci, après je dois faire ça, et vous répétez le programme de la journée sans cesse, vous n'allez rien voir du tout. Hein, tout ce qui vous est mis sur votre route comme petit signe, vous allez les louper. Hein, donc c'est bien de faire un programme, après de, ok, j'ai vu, je sais ce que j'ai à faire, maintenant je suis aussi dans le moment présent. Hein, je suis là, au moment de manger, je suis conscient de ce que je mange. J'ai peut-être une pensée de remerciement et une gratitude envers la Terre qui m'a donné la possibilité d'avoir ça, envers tous ceux qui ont travaillé pour que j'ai la possibilité d'avoir ça, et envers moi-même qui ai eu la possibilité d'acheter ce genre de choses. Eh ben, vous allez déjà manger comme ça en conscience, vous allez voir que je dirais la relation avec la nourriture va être totalement différente. Et votre organisme forcément va s'en sentir beaucoup mieux aussi. Voilà, ce sont des petites choses qui est bien de se répéter, qui est bien de faire attention. Au début, ça demande un effort parce que ça n'est pas habituel, ça n'est pas dans nos habitudes. Au plus, on va le répéter, on va le faire quotidiennement, et au plus facilement, ça va devenir, et ça va devenir, voilà, tout à fait aisé et normal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Voilà, Amédée, tu as tout à fait compris, c'est tout à fait ça. Donc, tu ressens le calme total par rapport à cette personne parce que tu as considéré qu'elle a participé à ta construction. Ben, c'est tout à fait ça, exactement. Ça a été son rôle. Hein. Toute relation, même très difficile, sert toujours à, je dirais, faire surface une partie de nous-mêmes, à se révéler, à ce qu'on puisse mieux se connaître. Tout à fait. Ah oui, la mission de vie, c'est aussi un autre problème. Alors, la mission de vie. Pour connaître sa mission de vie, déjà pose-toi la question de qu'est-ce qui t'attire? Dans quoi, dans quel domaine, dans quelle activité te sens-tu vraiment bien, heureux, je dirais passionné, où tu pourrais faire, enfin passionné, non pas que tu ferais ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais disons où les moments que tu pourrais y consacrer passent vite, passent voilà, sans tension, sans énervement, où tu te sens vraiment bien. Donc, c'est souvent par là qu'on reconnaît aussi une mission de vie. Hein. C'est quelque chose où on se sent vraiment à l'aise, qui nous demande aucun effort. Si on le prend comme, pas comme activité principale, où on doit faire les sous et tout ça, on laisse un peu le matériel à côté. Mais quel sujet nous attire? Qu'est-ce qu'on aime lire ou visionner ou sans problème? On a toujours une curiosité, je dirais, plus grande, ou bien où on essaye, on teste sans relâche le même truc parce qu'on trouve chaque fois qu'il y a quelque chose à améliorer. Oui, peut-être essayer parce qu'on tâte et on ne sait pas très bien, donc essayer plusieurs choses qui nous attirent. Peut-être faire des formations, comme dit Chantal, des stages. Ça peut être tout simplement faire chez soi. Il y a, je vais donner des exemples. Je me sens bien dans une certaine activité manuelle, mais je ne sais pas très bien. Donc j'essaye de faire des miniatures, ça ne marche pas. J'essaye de travailler du papier. Ah, c'est pas mal, ça commence à donner quelque chose. Bon, qu'est-ce que je peux faire encore par rapport au papier? Ça peut être le scrapbooking, comme on dit maintenant, donc dans le pliage. Ça peut être l'origami, ça peut être dans du papier mâché. Et alors, on cherche dans cette activité où on commence à cibler un petit peu les différentes possibilités.
Aussi faire des stages ou des formations très courts dans un domaine qui nous attire, mais savoir s'arrêter à temps. Donc ne pas non plus se sentir obligé de terminer quelque chose qu'on a commencé alors qu'on sent que ben, c'est pas ça. On a fait le premier cours, oui ok, le deuxième cours, on sent déjà non en fait ça répond pas à mes attentes, c'est pas du tout ça. Donc ben, on laisse tomber, on passe à autre chose. Moi, je remarque quelque chose qui ressort très fort pour le moment, c'est tout ce qui est artistique. Il y a des choses absolument superbes qui commencent à ressortir. Alors quand je dis artistique, il n'y a pas seulement la peinture, le dessin, mais il y a, voilà, c'est les créations au sens large hein, du terme. Donc ça ressort beaucoup. Et alors aussi, justement, tout ce qui est au service de l'autre. Enfin, quelque part, l'art est aussi au service de l'autre. Mais tout ce qui est voilà ce qu'on appelle les coachings, bon, les médiumnités, mais j'aime pas tellement ce terme-là, donc qui est au service de l'autre pour aider l'autre à mieux se sentir, à évoluer. Et tout ça, c'est des vocations qui commencent vraiment à ressortir, qui a un réel besoin des personnes de s'affirmer dans ces domaines-là. Il y a aussi une réelle demande. Donc à toi de chercher un petit peu voilà, qu'est-ce qui... Et en plus, tu peux même demander, je dirais, à m'aider à tes guides. Je ne sais pas si tu te rappelles, par exemple, de tes rêves, ou si tu fais de la méditation, de te donner une voie pour toi voir, pour te guider. Tiens, vers quoi ce serait, parce que... Bon. Puis, il y a des vocations qui se réveillent très tard, hein, donc justement, au moment où tu as le temps, où tu as tout ton temps, où tu peux te consacrer pleinement à cette activité-là de mission de vie. Donc ça peut se révéler maintenant, il n'est pas trop tard. Hein. Voilà. Oui, alors aussi ce qui nous retient, c'est qu'on n'ose pas. Hein, oui, mais j'ai peur du regard des autres. Oui, mais mes dessins ou mes créations, elles sont pas si fantastiques que ça. Donc pourquoi je devrais, je sais pas, faire la démarche pour les exposer ou tout ça. Mais non, ça c'est de nouveau ce manque de confiance en soi. Essayez, pourquoi pas. Des choses qui demandent un petit investissement, donc suivant vos moyens, et qui vous permettez, par exemple, vous faites des dessins qui sont assez bien appréciés en général. Attention, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il y en aura toujours qui vont trouver ça nul ou qui vont rien comprendre, mais ça veut dire que c'est tout simplement un autre niveau qui brille, il vibre sur une autre énergie, donc il n'y a aucun problème. Mais pourquoi pas hein? Faites une petite exposition. Vous essayez de les mettre sur des médias, sur des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tout ce qui est artistique émet une vibration. Et toutes les personnes qui vont regarder ça vont recevoir votre vibration. Donc, ça n'est que du bien, ça n'est que du positif. Donc, osez. Quelque part, il faut oser. Même si en retour, ça ne donne, je dirais, rien de concret, vous aurez quand même toujours un retour. Et ce retour, peu importe quel genre de retour, je dirais positif ou négatif, ça va vous servir. Ça va vous servir parce que vous allez découvrir de nouveau des parcelles de vous-même. Donc, voilà. Il faut parfois oser. Oui, donc dans les missions de vie, il n'y a jamais d'obligation. Au contraire, je dirais, le danger, c'est que ça nous emballe tellement qu'on n'arrive pas à limiter. C'est des choses qui nous font tellement plaisir que parfois, on en fait trop et on s'épuise, on ne voit pas sa limite. Hein? Mais c'est aussi un apprentissage. C'est justement de pouvoir se dire, ok, jusque-là je peux, au-delà ça commence à me fatiguer. Si je suis fatiguée, je peux plus donner le meilleur de moi, donc je dois ralentir un petit peu. Et je dois me limiter
un nombre d'heures d'activité ou un nombre de personnes ou un nombre de choses à faire. Tout ça, ça se découvre aussi et ça n'est que en testant parce que chacun est différent. Que en testant qu'on va se rendre compte, ok, là ça commence à me fatiguer, là je suis dépassée, là je trouve que j'en fais pas assez. Donc à trouver ses propres limites. Alors, Amédée, d'après ce que tu me dis, en fait, oui, je sens que euh, tu as besoin d'un objectif pour comprendre ta mission de vie et pour pouvoir, je dirais, œuvrer à ta mission de vie, ce que tu ne sens pas pour le moment. Donc, pour le moment, en fait, tu vis quelque chose qui ne t'est pas satisfaisant. Qui n'est, enfin, qui te satisfait mais qui n'est pas assez. Tu as l'impression peut-être que tu pourrais faire beaucoup plus ou donner beaucoup plus. Alors il faut pas nécessairement donc moi je vois pas vraiment le lien avec le druide que tu as été. Donc j'ai l'impression que cette expérience là t'a amené un bon bagage, il t'a amené un certain savoir-faire qui va être utile maintenant, mais ce n'est pas dans cette optique-là. Donc tu dois peut-être chercher, je dirais, une application plus actuelle. Hein, bon, un druide, c'était quoi? C'était un guide, c'était un qui soignait aussi, très lié à la nature et au règne de la nature. Je me demande s'il n'y a pas une transmission qui devrait se faire plutôt de ta part. Donc tu as acquis, voilà, tu as déjà ce bagage-là. Voilà, tu dis que tu parles très bien mais sans objectif. Est-ce que tout simplement ton rôle ne serait pas d'enseigner? D'enseigner dans le simple fait de partager déjà tes connaissances, tes expériences et ton vécu. Ça peut être aussi, c'est ce qu'on appelle les enseignants. Hein. Ça peut être une mission de vie. Donc tout simplement de partager tout ce que tu sais. C'était ce qu'on appelait les maîtres avant des corporations. C'était ça. C'était juste transmettre ce qu'ils avaient acquis pendant toute leur vie. Et en général, les maîtres n'avaient pas acquis leur savoir en une vie. Hein, ils avaient déjà acquis pas mal de choses dans des vies antérieures, qu'ils avaient perfectionné dans cette vie-ci jusqu'à en avoir la maîtrise. Et après, un maître n'est utile qu'à partir du moment où il partage son savoir. Donc c'est peut-être juste ça. Je sais pas. Peut-être que si tu veux en savoir plus, contacte-moi peut-être en privé. Je vais voir si je sais pas si on me donne pas d'autres détails. Comme ça, assez privé, voilà. Oui, donc apparemment ça ne te suffit pas assez de juste ce partage. On en discutera, on en discutera. Oui, alors pour ceux qui travaillent avec les âmes et les énergies invisibles, on oublie bien souvent qu'on reste maître de sa vie. On a l'impression, parce qu'on travaille avec les énergies, qu'on se laisse une porte ouverte avec ces énergies et on n'arrive pas à mettre de limites. Hein, parce que ces énergies, déjà, elles sont là tout le temps. Les âmes qui ont besoin d'aide, elles sont là tout le temps. Il y en a toujours qui auront besoin d'aide. Donc on se laisse un peu envahir par tout ça. Et il faut savoir qu'on contrôle les limites, qu'on peut mettre des limites. Hein, donc par exemple, si on travaille on veut aider des âmes, je pense aux passeurs d'âmes par exemple, on peut très bien se dire, ok, moi je veux bien vous aider 3 jours par semaine, de telle heure à telle heure. Et le reste, vous me laissez tranquille parce que j'ai d'autres activités, parce que je ne peux pas tout le temps, voilà. Hein, donc c'est à nous à mettre des limites, que ce soit dans la voyance, la médiumnité, les soins, le partage.
vous êtes toujours maître de votre vie, donc vous pouvez décider des horaires, des heures, des jours, des mois. Si vous êtes dans une période très fatiguée, que vous êtes malade, que vous pouvez pas, vous le sentez pas, vous dites écoutez, non, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, j'ai trop de problèmes dans ma vie, vous me laissez tranquille, je dois d'abord me réharmoniser, arranger les choses de ma vie et je reprendrai après. Généralement, ça marche très très bien. Hein, on ne se laisse pas épuiser par ce genre de choses parce que déjà on s'épuise nous, donc on va tomber malade et puis les services ou ce qu'on peut faire ne va pas être au mieux puisque nos énergies sont déjà atteintes. Eh bien, il est 21h21. Voilà, merci à toutes ces énergies qui sont là avec moi, avec nous. S'il y a plus d'autres questions, ben, je pense qu'on va terminer là. On va terminer avec quelques petites choses. N'hésitez pas à m'envoyer en message privé vos idées, par exemple de sujets, de vidéos que vous aimeriez voir, discuter. Si vous avez d'autres questions aussi, hein, vous pouvez m'écrire, soit je vous réponds en direct, soit ben, je referai une émission comme celle-ci. N'oubliez pas aussi de revoir mes anciennes vidéos sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de thèmes que j'ai déjà abordés en long ou en large dans ces vidéos-là. Maintenant, si dans ces vidéos-là, vous ne trouvez pas la réponse, que ça ne vous correspond pas, faites-le moi savoir aussi. N'hésitez pas à réagir aux articles que j'écris hein, pour savoir aussi parce que à force j'ai plus toujours des idées pour faire mes articles. Et voilà, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. N'oubliez pas de changer l'heure. Un très bon début de printemps et à très bientôt. Voilà. Merci à tous pour votre participation et à une prochaine fois. Au revoir.